j'avais proposé le sujet où on m'avait demandé de traiter du sujet changement climatique et maladies infectieuses, avec un sous-titre peut-être un peu pompeux, un nouvel essor pour la dynamique de population et des communautés, tant on a besoin d'une projection dans le temps long pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Je pense qu'aujourd'hui, ça manque beaucoup en recherche. On a focalisé beaucoup sur du temps court et on a besoin de comprendre les phénomènes au temps long, avec notamment l'installation de laboratoires pour lesquels je milite au niveau national et international. Alors, on m'a demandé de définir ce qu'était le programme Future Earth. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent ou pas. Alors, le programme Future Earth, c'est l'alliance, la réunion des 4 anciens programmes internationaux, dont vous connaissez obligatoirement certains d'entre eux, qui est le programme Diversitas, mais aussi World Change Research Programme, IHDP, International Human Dimension Project, et puis le 4e International Geosphere Biosphere Programme, des programmes travaillant en particulier sur le changement climatique ou l'interface climat-océan en particulier. Donc Future Earth est la réunion de ces programmes avec des initiatives de recherche qui existaient déjà au préalable et qui ont été retenues dans le futur programme Future Earth, dont l'initiative EcoHealth, dans lequel je suis conseiller, et avec un certain nombre de recherches. D'ailleurs, les recherches que je vais vous présenter font partie d'initiatives EcoHealth en particulier. Alors, ce week-end, en préparant cette communication, je me suis posé, est-ce que tu alignes les exemples de situations, de maladies infectieuses, où dans le temps long, on vérifierait un effet du changement climatique, et puis au risque d'être vraiment rébarbatif, je trouvais, je vais plutôt partir d'un exemple que l'on traite dans le LABEX-SEBA, donc le LABEX équivalent à celui-ci, mais en Guyane française, où on a aujourd'hui des éléments, des faisceaux de présomption pour indiquer qu'un certain nombre de maladies infectieuses humaines, telles que celles que je vais vous présenter, mais aussi la leishmaniose, le paludisme ou la dengue, peuvent être influencées par des événements climatiques intervenant dans la région, de la sous-région, c'est-à-dire le nord de l'Amérique du Sud. Alors, pour aller plus loin, si cela vous intéresse, donc l'année dernière, nous avons produit avec 2 autres collaborateurs de l'INRA un chapitre d'un numéro spécial de Pour la science concernant les effets du changement et les conséquences du changement climatique sur des maladies infectieuses et parasitaires, humaines, animales et des plantes. Donc, je vous invite je peux d'ailleurs vous fournir le PDF et puis un très prochain article où je suis interviewé concernant ces liens complexes, en mon sens, entre changement climatique et santé, parce que finalement, on lui met un peu tout et n'importe quoi, et le changement climatique est devenu la cause de nombreuses nouvelles infections émergentes ou de la dispersion d'autres. Et donc, il doit apparaître très prochainement. Alors, le changement climatique peut avoir un certain nombre de conséquences. J'aime pas beaucoup l'expression, le mot impact, comme vous le voyez ici, et je m'intéresserai ici au cours de cet exposé sur des conséquences sanitaires. Et ce que j'apprécie, je suis pas forcément spécialiste de la thématique changement climatique et santé, mais je m'intéresse beaucoup plus aux interactions qu'il peut y avoir aussi avec les écosystèmes et en particulier la biodiversité. Donc j'essaierai d'assembler les deux, changement climatique, biodiversité et maladies infectieuses, plutôt que de vous faire en aligner, en brochette, un certain nombre de cas et de situations de maladies infectieuses et de dynamiques de population qui tendraient à montrer un effet du changement climatique sur ces dynamiques. Et encore une fois, je pense qu'une exploration dans le temps long permet aussi de faire de la recherche dans le temps court ou dans le temps moyen, mais l'inverse n'est pas vrai. Et donc je pense que nos systèmes de recherche doivent s'armer d'une compréhension dans le temps long des phénomènes en général, puisque de facto ils incluent des dimensions du temps court et du moyen terme. Alors, je vais partir d'un exemple que l'on traite actuellement en Guyane française, mais aussi au Cameroun, qui est l'ulcère de Buruli, que je vais définir juste par la suite. Alors, l'ulcère de Buruli, c'est une maladie cutanée, dont vous voyez ici l'expression, c'est un ulcère qui va courir un peu comme un feu bactérien, que les gens vont contracter au contact de l'eau et essentiellement au contact de marécages tropicaux. Et donc l'agent étiologique responsable de la pathologie est une mycobactérie très très proche de la mycobactérie responsable de la lèpre ou de la tuberculose, Mycobacterium ulcerans dans ces cas-là.
et les gens vont contracter cette pathologie donc au contact de l'eau. On sait très très peu de choses sur cette maladie à la fois tropicale négligée mais aussi émergente. Et donc cette maladie sévit en Guyane française, hein, c'est uniquement entre 4 et 10 cas par an, mais pour lesquels on a une dynamique de cas, hein, une série chronologique la plus importante au monde et que nous avons analysée dans le cadre du LABEX SEMA. Donc voici le logo qui est un peu le petit frère du LABEX CEMEB, même si appartenant aux deux LABEX, je me suis beaucoup plus investi sur le LABEX SEBA en Guyane française, puisque j'ai vécu en Guyane et je poursuis une recherche avec des collaborateurs et des étudiants en Guyane. Mais malheureusement, j'y vais de moins en moins, puisque mon terrain actuel, c'est plutôt la région parisienne. Hélas. Alors, à l'intérieur du LABEX, je suis responsable d'un métaprogramme qui s'appelle Biopsis, qui s'intéresse aux interactions entre biodiversité et transmission infectieuse. Et je vais vous en donner un exemple. Et nous avons mis dans ce cadre deux thèses. Hein, première par Aaron Morris, qui a travaillé en Guyane, mais aussi la thèse d'Andrés Garchitorena hein, au Cameroun, pour essayer de mettre en parallèle les travaux et ensuite de procéder à des analyses comparatives, de comparaison entre les deux travaux qui utilisaient un peu les mêmes protocoles, etc. Alors Andrés, c'est celui-ci, et donc Aaron, vous voyez comment on est terrible avec nos étudiants, hein, plongés dans la jungle tropicale ou équatoriale, pendant 1 an, et puis à produire des résultats vraiment très intéressants à partir d'un agent infectieux pour lequel très peu de connaissances, très peu de données existent. Alors, que connaît-on de la dynamique de population de l'ulcère de Buruli? Alors, Mycobacterium ulcerans est responsable pour causer la maladie infectieuse qu'on appelle l'ulcère de Buruli, donc qui est présente en France, c'est-à-dire dans un département équatorial français, la Guyane française. Eh bien, ici, tout en bleu, vous avez le nombre de cas. Alors, je vous ai dit, hein, c'est pas des nombres, des milliers ou des dizaines de milliers en Guyane française. D'ailleurs, on cherche pourquoi. Il y a très très peu de cas, alors qu'à peu près à la même latitude au Cameroun, vous avez des explosions de cas, notamment avec des populations au contact de marécages pour l'installation, le développement d'une agriculture. Donc en bleu, vous avez le nombre de cas au cours du temps, hein, environ de 1960 jusqu'à l'actuel. Et puis en haut, vous avez un certain nombre de proxys. Donc ici, c'est la pluviométrie moyenne dans la région, hein, pour essayer d'analyser et de comprendre, de mieux déterminer la niche écologique de cette mycobactérie. Et donc, quand on effectue un certain nombre d'analyses en série temporelle, donc les données de cas ici sont non transformées et non poolées. Et donc, vous voyez ici, quand on s'intéresse à un pas de temps fin, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau d'une année, vous voyez des alternances ici en rouge, ici pour la pluviométrie, avec des phases où vous avez des très très fortes variabilités de pluviométrie, et puis des phases où vous avez des moindres pluviométries, donc correspondantes aux périodes d'été. Donc vous avez ici une réelle démonstration, la saisonnalité du phénomène de pluviométrie dans ces zones équatoriales. On remarque, je vous passe les statistiques derrière, on remarque que les cas d'ulcère de Buruli sont plutôt concentrés lorsqu'on observe une forte variabilité, c'est-à-dire des très fortes pluies au cours d'une année, avec aussi des très très faibles pluies. Et donc avec une amplitude de pluie plus importante, vous obtenez des cas d'ulcère de Buruli plus importants et à se répéter dans le temps. Maintenant, quand vous étudiez ce phénomène, mais au plus long terme, donc toujours en bleu, vous avez les cas d'ulcère de Buruli, et en rouge, vous avez ici la tendance de la pluviométrie dans le temps long. Ce que l'on remarque, c'est que les cas ici que vous voyez suivent toujours une période de pluie abondante, mais se rencontrent dans les zones suivantes ici où on observe un assèchement. Je vous rappelle que cette mycobactérie vit dans des marécages. Donc qu'est-ce que cela signifie quant à la compréhension de la niche écologique de Mycobacterium ulcerans, et c'est vers cette direction que nous allons, c'est-à-dire des pluies importantes vont lessiver les sols. On suppose aujourd'hui que cette mycobactérie, à l'origine, est une bactérie de plantes, de la rhizosphère d'un certain nombre d'arbres, et en particulier de palmiers, et que lors du phénomène d'érosion des sols, cette bactérie est larguée par les racines, notamment dans les situations de déforestation, larguée et vient se retrouver dans des réceptacles, c'est-à-dire des dépressions
dans lequel la mycobactérie va se concentrer. Et lors de la période d'assèchement de ces marécages ou de moins de niveau d'eau, les populations vont pouvoir accéder notamment à travers la pêche et la chasse. Donc on voit une recrudescence de ce nombre de cas, notamment chez les réfugiés brésiliens qui vont venir collecter des crabes et venir pêcher, notamment pour les vendre sur la place de Cayenne, et donc vont être beaucoup plus exposés aux germes microbiens qui résident à l'état naturel, mais qui est transporté par l'eau et qui vient précipiter dans ces réceptacles. Donc ici vous avez une influence finalement dans le temps de l'effet El Niño, cette séquence de moins de pluie, plus de pluie, moins de pluie, sur un pas de temps entre 5 ou 7 ans, vous marque véritablement ce qui se passe dans cette région, avec une augmentation, vous voyez, de la quantité de pluie dans la région à partir de 2005. Donc ça, c'est véritablement un signal El Niño qui intervient dans cette sous-région de l'Amérique du Nord. Donc là, la dynamique de population, d'une compréhension au long terme, nous permet de comprendre et de voir quels seraient les acteurs qui participeraient à la niche écologique de cette mycobactérie pour laquelle on ne sait rien ou strictement rien, sur une série de données qui est, je vous le rappelle, la plus longue au monde, et donc qui nous a permis pour la première fois sur cette pathologie infectieuse de vous démontrer l'existence d'un signal du phénomène El Niño sur l'augmentation du nombre de cas d'ulcère de Buruli, mais aussi de montrer que cette maladie infectieuse était saisonnière, c'est-à-dire avec des pics à intervenir, enfin si on peut parler de pics, avec un nombre plus important de cas à intervenir à certains moments de l'année. Nous avons fait le même type de recherche donc, au Cameroun. Le Cameroun, c'est à peu près à la même latitude que la Guyane. C'est ce qui nous semblait intéressant de développer pour pouvoir comparer entre les deux zones sur deux continents différents. Donc ici, c'est au Cameroun où vous voyez de même une certaine régularité entre les pics au cours d'une année, le mois 6 jusqu'au mois 5, au cours d'une année, l'évolution du nombre de cas d'ulcère de Buruli, ici bien rythmée sur le développement et une augmentation de la pluviométrie dans cette zone. Donc ça, c'est pour la mycobactérie, c'est la Mycobacterium ulcerans qui est l'agent responsable de la mycobactérie, mais aussi pour les cas d'ulcère de Buruli que contractent les populations, avec un pas de temps entre le déclenchement des pics de Mycobacterium ulcerans dans les environnements aquatiques et les cas d'environ 3 à 5 mois. Ce qui nous permet aussi de calibrer derrière les modèles, à savoir combien de temps se passe-t-il entre finalement la recrudescence de Mycobacterium dans l'environnement et les cas d'ulcère de Buruli que contractent les populations humaines ici au Cameroun. Alors, l'influence du phénomène El Niño, El Niña, ici résumé, est responsable aujourd'hui, sous la forme d'une synthèse, d'un certain nombre de réémergence d'agents infectieux, tels le paludisme, la dengue dans certaines zones. Alors, je pense que sur la diapositive précédente, ça va être la suivante, excusez-moi. En termes d'augmentation du nombre de cas, mais aussi de fréquence des épidémies à se rencontrer, mais qui s'explique quand on cherche les mécanismes, souvent par des paramètres clés dans la niche écologique, qui peuvent être la pluviométrie, la température en particulier, et qui vont agir soit sur le vecteur, soit sur le réservoir, soit sur l'agent infectieux lui-même. Donc en Guyane, on observe le même phénomène, c'est-à-dire d'une influence du phénomène à moyen terme, le phénomène El Niño, à intervenir sur une recrudescence du nombre de cas de paludisme, en termes à la fois de fréquence, mais aussi d'amplitude en nombre de cas, sur la dengue et sur la leishmaniose. Alors, où réside cette mycobactérie? Ça a été un des chantiers ces 3-4 dernières années, et quelle est sa dynamique dans les systèmes aquatiques? Alors, on a développé un certain nombre de recherches, développé 23 sites de surveillance en Guyane qui sont présentés ici. On l'a fait de même au Cameroun, et essayé de comprendre la persistance de cette mycobactérie et son développement dans ces systèmes aquatiques, en comparant à la fois en Guyane mais aussi au Cameroun, et tenant compte d'un certain nombre de conditions de l'environnement, si c'était des systèmes aquatiques proches et urbanisés, où on observait un développement d'une agriculture,
s'il s'agissait de systèmes aquatiques dans des zones déforestées ou perturbées par l'homme. Donc je vais passer très très vite, et puis on a analysé un certain nombre d'échantillons de l'eau, de micro-organismes, d'organismes qui pouvaient être infectés par cette mycobactérie à travers des analyses en PCR quantitative, mais aussi l'utilisation d'isotopes stables. Et donc on trouve un certain nombre de sites en Guyane qui sont très positifs, la plupart d'entre eux d'ailleurs le sont, alors que la mycobactérie n'était pas suspectée être présente. Et quand on s'intéresse, et à travers nos échantillonnages, si on s'intéresse à effectuer un prélèvement dans l'environnement, comme procédé ici, de tout ce que l'on pouvait collecter, en procédant à des échantillonnages assez exhaustifs, on s'aperçoit que ces mycobactéries est abritée par une très large diversité d'organismes, alors qu'une des théories à l'heure actuelle indique que cette mycobactérie est quasiment uniquement transportée et vectorisée par ces petites punaises. Donc autrement dit, quand on cherche, on trouve que cette mycobactérie est quasiment présente partout. Ce peut être par exemple une mycobactérie saprophyte, mais ce pourrait être une mycobactérie commensale, ou mieux une mycobactérie symbiotique des systèmes d'un rhizosphère de certaines plantes. Donc je vais aller très très vite parce que le temps passe. Donc on s'aperçoit qu'un certain nombre de groupes vont être en possession de cette mycobactérie, Mycobacterium ulcerans, ce sont ceux-ci, et ces groupes vont être tous des collecteurs, des détritivores qui vont se nourrir au fond des marigots et qui vont collecter et concentrer cette mycobactérie dans leurs organismes et la transmettre à travers les réseaux trophiques vers les populations humaines, lorsque ces populations humaines seront au contact de cette mycobactérie. Et donc pour ce faire, on a utilisé des isotopes radioactifs, qui sont les delta 13C et les delta 15N, pour essayer de reconstruire. Donc je vais passer, je suppose que vous connaissez un peu l'utilisation de ces isotopes radioactifs pour essayer de reconstruire des réseaux trophiques. Et donc quand on reconstruit ces réseaux trophiques et qu'on s'intéresse pour ces 23 sites surveillés à la présence et à l'abondance relative de cette mycobactérie, donc, vous voyez, je redessine delta 15 et delta 13 et je pointe sur chacun des organismes et chacun des sites la présence et la concentration en Mycobacterium ulcerans. On s'aperçoit que la mycobactérie est concentrée surtout ici, c'est-à-dire dans les étages inférieurs dans cette zone. C'est-à-dire que c'est une confirmation que la mycobactérie va se concentrer chez certains groupes fonctionnels d'organismes qui vont collecter dans l'environnement libre, qui vont se nourrir de virus, de protozoaires libres, mais aussi de cette mycobactérie. Donc c'est ce que vous indique ce schéma-ci. Donc à partir de là, on peut définir une sorte de niche écologique pour les différents sites écologiques de la distribution de cette mycobactérie par site. Et sur ce diagramme, donc ce qui vous donne ceci, pour les 20 sites pour lesquels nous avons des données, nous pouvons construire finalement la distribution de la niche écologique de Mycobacterium ulcerans en fonction de ces différents groupes fonctionnels d'organismes. Et en analysant rapidement les interactions qu'il peut y avoir entre le phénomène de déforestation de ces sites ou pas et le phénomène d'occupation des sols par les populations humaines, eh bien on s'aperçoit que on assiste à une diminution de la niche écologique en termes de diversité fonctionnelle de groupes occupés par Mycobacterium ulcerans de manière très importante par la déforestation, comme on le voit ici. Moins par le développement d'une agriculture de subsistance, en particulier par les populations humaines en Guyane française. Donc je vais passer, pour aller vite et pour terminer, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'une modification des communautés engendrée par le phénomène de déforestation et d'occupation des sols, mais dans une moindre mesure par les populations humaines en Guyane française, vont voir une disparition, une déstructuration des communautés animales, avec une disparition préférentiellement des prédateurs et prédateurs supérieurs, et donc des proies en particulier, ne trouvant plus ces prédateurs, vont commencer à pubuler, et en vérité, les groupes fonctionnels, brouteurs, suceurs, collecteurs, filtreurs dans ces
dans ces écosystèmes et qui vont accumuler la mycobactérie. C'est ce qu'illustre ce schéma. Alors en conclusion, les crises à ulcère de Buroli en Guyane française sont dues à une combinaison d'effets à court terme, hein, avec des fluctuations saisonnières, mais aussi des fluctuations dans le nombre de cas au long terme, très influencées par le phénomène El Niño, avec plus ou moins de pluie qui va impacter sur ces écosystèmes, avec plus d'eau à des moments donnés de l'année, et puis beaucoup moins d'eau, et avec une fréquentation et donc une exposition plus importante des populations humaines. Vous avez un très très large... un nombre très important alors ce que moi j'appelle des host carriers, qui ne sont pas des hôtes, hein, au sens parasitologique et évolutif, mais des organismes qui vont porter cette mycobactérie. Donc on a un travail actuellement qui montre que cette mycobactérie va s'accrocher sur des sucres, et en particulier la chitine. Hein. Et donc tout ce qui est riche en chitine, eh bien, cette mycobactérie va pouvoir proliférer, s'attacher et proliférer. Donc on voit bien le phénomène de fluctuation de population d'espèces, en particulier de larves d'insectes, et le développement de mycobactérium dans les écosystèmes. Et puis, les modifications qui vont être engendrées en fonction du phénomène de déforestation et d'occupation du sol sur les communautés vont voir une désorganisation de ces communautés avec une disparition préférentielle des prédateurs supérieurs et des compensations de densité de certains groupes fonctionnels, en particulier les animaux brouteurs, suceurs dans les écosystèmes aquatiques, qui vont naturellement collecter des virus, des protozoaires et cette mycobactérie en particulier, et la montée en charge dans les écosystèmes perturbés par les activités humaines. Donc une désorganisation des communautés va participer dans ces situations à une recrudescence des mycobactériums dans l'environnement, et lorsque les populations humaines seront exposées, elles seront au contact de cette mycobactérie et donc contracteront préférentiellement cette mycobactériose. Donc je remercie tous ces collaborateurs avec les différents étudiants et doctorants soulignés ici ayant participé donc à cette activité de recherche. Et puis le lancement d'un MOOC sur changement climatique et santé en général qui va être lancé dans ces jours. Donc vous avez changement climatique et biodiversité, changement climatique et enjeux économiques. Et pour ma part, j'ai traité du problème cause et enjeux du changement climatique et impact sur la santé humaine. Je vous remercie.